12 juillet 2021. Lieu des faits. Piedra Blanca, une petite ville argentine où il semble que rien ne se passe jamais de plus sérieux qu'une bagarre dans un bar. Et voilà que soudain, au milieu de la nuit, sur la route menant directement au centre, apparaît une fille, maigre, ébouriffée, avec des bleus sur les bras et les jambes, pieds nus, en t-shirt de maison et short. Elle court sans regarder en arrière, seulement vers l'avant, là où brillaient les lumières de la place centrale. Je me surprends à penser. C'est vraiment une histoire qui ne rentre pas dans la tête tant qu'on ne la voit pas de ses propres yeux. Cette fille s'appelle Sofía Sánchez. Elle a 16 ans, et ce n'est pas une fuite ordinaire d'adolescents de la maison, comme cela arrive souvent dans ces histoires. Elle court pour survivre, pour raconter ce que pendant des années, personne n'a voulu entendre. Quand elle arrive en courant au centre-ville, la première chose que fait Sofía est de se diriger directement vers le commissariat de police. Elle ne frappe pas, mais fait littéralement irruption à l'intérieur, ouvrant les portes en grand, et tombe immédiatement à genoux de fatigue et de douleur. Dans la salle de garde, il n'y a que 2 policiers. Ils sautent vers elle, pensant qu'une voiture l'a renversée ou que quelqu'un l'a attaquée dans la rue. Mais ce que les officiers vont entendre littéralement dans 1 minute leur fera oublier tout ce qui s'est passé avant. Sofía peut à peine parler, elle pleure, sa respiration est coupée, les mots se mélangent. De ce qu'on arrive à comprendre, une chose est claire, ses parents, Juan et Elena Sánchez, ces mêmes personnes qu'à Piedra Blanca tout le monde connaît comme des bienfaiteurs locaux, un couple exemplaire qui a adopté plusieurs enfants, s'avèrent ne pas du tout être ceux que les autres avaient l'habitude de les considérer. Mais cette nuit-là, personne n'imagine encore l'ampleur de la catastrophe. Pendant que les officiers lui apportent de l'eau, pendant que Sofía essaie de se calmer, tous ceux qui se trouvaient déjà au commissariat se posent une question. De qui fuyait-elle si désespérément? Et la réponse, qui retentira un peu plus tard, bouleversera la vie de toute la ville. Quand les habitants de Piedra Blanca se sont réveillés le matin du 13 juillet, pour eux, le monde avait l'air absolument familier. Une petite ville argentine avec une population d'un peu plus de 2000 personnes vit selon ses lois tranquilles. Le matin ouvrir la petite boutique, aller au marché, le soir s'asseoir au café sur la place centrale. Tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est parent de qui et qui est ami avec qui. C'est pourquoi, quand il s'agissait de la famille Sánchez, personne n'avait de questions. Tous étaient sûrs. Juan et Elena étaient peut-être le meilleur qui soit arrivé à la ville ces 10 dernières années. Si vous ouvriez n'importe quel journal de la ville de l'année dernière, dans presque chaque numéro, vous pouviez trouver une photo du couple Sánchez. Les voici qui sourient à l'inauguration de la nouvelle bibliothèque, construite avec leur argent. Et voici une photo de famille à la fête annuelle de la ville. Juan se tient à côté du maire, Elena embrasse les enfants. 4 gamins, 3 garçons et la fille Sofía, tous habillés soigneusement, souriants, ayant l'air heureux et complètement normaux. Comme doivent avoir l'air les enfants dans une famille prospère, c'était précisément cette image qui était pour toute la ville le vrai visage de la famille Sánchez. Juan, un homme grand d'environ 45 ans, toujours en chemise parfaitement repassée, et avec un sourire dont il était impossible de soupçonner quelque chose de mal. Quand il sortait dans la rue, il pouvait facilement s'arrêter et parler avec un voisin, demander des nouvelles de la santé de sa mère ou offrir de l'aide si quelqu'un en ville avait des difficultés. Elena était tout le contraire, silencieuse, calme, toujours à côté de son mari, toujours en robes élégantes et avec une voix douce, presque maternelle. C'était précisément elle qui s'occupait des projets caritatifs, visitait les orphelinats et participait aux assemblées de la ville. En 2012, le couple adopta les 2 premiers enfants. À l'époque, cet événement devint une sensation locale. Les journaux écrivaient sur la générosité de la famille et les gens dans les rues, en les regardant passer, disaient que Juan et Elena étaient probablement des saints. Et quand 3 ans plus tard, ils en prirent 2 de plus, y compris Sofía,
Dans la ville, on parlait déjà de la famille Sanchez comme d'un exemple de bonté et de miséricorde absolue. La maison de la famille, une belle demeure en périphérie, devint le symbole de ce à quoi devait ressembler le bonheur familial. Murs blancs, pelouse parfaitement tondue, fleurs aux fenêtres. De l'extérieur, une image de rêve. À l'intérieur, 4 gamins qui, semblait-il, étaient entourés de soins et d'amour. Dans les écoles et aux événements de la ville, les enfants Sanchez apparaissaient rarement. L'explication était simple et compréhensible. La famille accordait beaucoup d'attention à l'enseignement à domicile et aux voyages fréquents à travers le pays. Dans de tels moments, il semblait que les enfants Sanchez avaient plus de chance que quiconque d'autre à Piedra Blanca. Et voilà que maintenant cette image, parfaite, impeccable et si familière, s'effondra en une nuit. Pendant que les habitants ne s'étaient pas encore réveillés, pendant que la ville n'avait pas commencé son rituel matinal habituel, Sofia avait déjà raconté à la police ce qui ne rentrait aucunement dans l'image habituelle. Mais le matin du 13 juillet, personne en ville ne le savait encore. Quand le matin les gens sortiraient dans les rues, les premières rumeurs sur la visite nocturne de Sofia à la police commenceraient déjà à se répandre dans la ville. Dans les cafés et les magasins, on commencerait à chuchoter sur ce qui était arrivé à la fille et où était passée cette image familiale parfaite. Au début, personne n'y croirait, car Sanchez était un bon nom, symbole de la décence et de la prospérité locale. Mais la question qui se poserait bientôt devant toute la ville, comment une telle chose est-elle possible? Et où alors se termine la vérité et commence le terrible secret? Les premières rumeurs qui, le matin du 13 juillet, se répandirent dans les rues de Piedra Blanca ressemblaient à des commérages auxquels personne ne pouvait croire. Comment pouvait-on imaginer que derrière la façade impeccable de la famille Sanchez se cachait quelque chose de si terrible que même les policiers eux-mêmes ne comprirent pas immédiatement l'ampleur? Mais les rumeurs sont une chose, et les documents officiels en sont une tout autre. Et dans ceci, si on regarde, tout était très concret et extrêmement clair. Voici les lignes sèches du premier protocole d'interrogatoire de Sofia Sanchez, cette même fille qui, la veille au soir, avait couru pieds nus au commissariat. 13 juillet 2021, 0023. Déclarante. Sofia Sanchez, 16 ans. Selon les paroles de la déclarante, mes parents adoptifs, Juan et Elena Sanchez, nous causent régulièrement de la douleur. Moi et 3 autres enfants sommes maintenus à la maison contre notre volonté. Il nous est interdit de sortir dans la rue, de communiquer avec quiconque d'autre que les parents. Nous sommes constamment punis physiquement et moralement. Avant, nous étions 5, mais l'un de nous a disparu. Les parents ont dit qu'il était parti dans une autre ville, mais nous ne les croyons pas. Ces mots, enregistrés de l'écriture officielle régulière de l'officier de garde, transformait instantanément la situation d'une simple fugue d'adolescents en une affaire pénale sérieuse. Les officiers qui prirent la déclaration ne purent longtemps croire ce qu'ils entendaient. La famille Sanchez, citoyens exemplaires, bienfaiteurs, qui en ville étaient sous les yeux de tous, s'avéraient être les protagonistes d'une histoire complètement différente, beaucoup moins belle. Sofia ne cessait de pleurer quand elle racontait les détails. Elle pouvait à peine regarder les policiers, ayant honte des bleus sur ses bras et jambes. Tout ce temps, elle répétait la même chose. Vous devez emmener les autres. Ils sont maintenant à la maison, et quelque chose va sûrement leur arriver. La fille essayait désespérément d'expliquer que les frères étaient restés à la maison complètement seuls, et que si les parents remarquaient sa fuite, tout deviendrait encore pire. Mais le moment le plus troublant de son récit fut qu'à la maison des Sanchez, il y avait autrefois un autre enfant, un 5e fils adoptif, que depuis longtemps personne ne voyait. Sofia elle-même dit qu'il s'appelait Luis et que les parents avaient un jour simplement annoncé « Luis est parti vivre à Buenos Aires ». Mais à la maison, après cet incident, les enfants ne prononçaient plus jamais son nom. Ils se taisaient simplement, parce qu'ils comprenaient. Parler de Luis était interdit.
Mais maintenant, Sofia se décida à en parler pour la première fois. Quand les policiers essayèrent de découvrir prudemment les détails de la façon dont exactement les parents traitaient les enfants, Sofia se tut, baissa seulement le regard et prononça doucement « Vous n'imaginez même pas à quel point nous avions mal, et après cela, peu importe les efforts des officiers pour apprendre ne serait-ce que quelque chose de plus, la fille parlait déjà avec difficulté, choisissant les mots prudemment, comme si elle craignait que les parents l'entendent d'une manière ou d'une autre même là. La police n'avait plus de doute. Les paroles de Sofia furent enregistrées dans le procès-verbal officiel, et cela signifiait que maintenant, l'affaire Sanchez devenait non pas simplement un conflit familial ou la fuite d'un adolescent, mais une enquête criminelle sérieuse. Un numéro fut immédiatement attribué au procès-verbal, et l'information fut dirigée vers le chef de commissariat. Déjà en 1 heure, l'affaire dans laquelle figuraient les mots « enfant disparu » et « châtiment physique » se trouvait sur le bureau du chef de la police locale. Ainsi, une seule déclaration, faite par la fillette tard dans la nuit, donna le début à une affaire qui bientôt secouerait toute la ville et changerait tout ce que les gens savaient et pensaient de la famille Sanchez. Mais à ce moment-là, à la police, ils ne soupçonnaient pas encore à quel point la réalité s'avérerait sombre, cachée derrière les belles façades de leur maison parfaite en périphérie de la ville. Ce même jour commencerait l'enquête officielle. Et déjà dans quelques heures, la police franchirait pour la première fois le seuil de la maison Sanchez, où derrière les murs parfaits se cachèrent les réponses à toutes les questions que Piedra Blanca avait tant peur de se poser. Ce même jour, littéralement quelques heures après les paroles de Sofia, la police se tenait déjà devant la maison des Sanchez. Habituellement, de telles visites semblent routinières. La patrouille arrive, frappe à la porte, pose des questions standards. Mais cette fois, tout était différent, parce que dans la tête de chaque officier tournaient déjà les paroles de la fillette sur ce qui se passait derrière les portes fermées de cette maison. La maison des Sanchez avait l'air impeccable. Un grand manoir blanc en périphérie de Piedra Blanca, des buissons parfaitement taillés, des plates-bandes avec des fleurs à l'entrée. Il semblait qu'ici, il ne pouvait simplement pas y avoir quoi que ce soit de criminel. Mais quand la patrouille s'approcha de la porte d'entrée, les policiers, soudain, hésitèrent. Ils savaient que derrière cette porte parfaite se cachait probablement ce qu'il était difficile d'imaginer même dans le pire scénario. Ils frappèrent. La porte fut ouverte par Juan Sanchez lui-même. Et voilà que commença ce que, possiblement, personne ne s'attendait à voir immédiatement après de si sérieuses accusations. Juan accueillit les policiers calmement et en souriant, comme s'il attendait leur visite. Il serra même la main aux officiers qu'il connaissait bien personnellement, car la ville était petite. Tout le monde se connaissait. « Bonjour, officier. En quoi puis-je vous aider ?» demanda Juan, regardant les policiers comme s'il s'agissait d'une vérification routinière de documents. Quand ils lui parlèrent de la déclaration de Sofia, il ne changea pas d'expression, ne commença pas à s'énerver, n'essaya pas d'éviter la conversation. Il haussa simplement les épaules et dit doucement « Vous connaissez les adolescents. Sofia traverse un âge difficile maintenant, elle invente souvent des histoires. Tout va bien chez nous. Elle est simplement une fillette très émotionnelle. » Et cela sonnait logique, semblait vrai. S'il n'y avait pas ces yeux désespérés de Sofia au commissariat, que les policiers ne pouvaient oublier en aucun cas. Les officiers insistèrent qu'ils devaient inspecter la maison. Juan accepta sans objection, ajoutant seulement qu'il regrettait beaucoup le malentendu survenu et était sûr que Sofia expliquerait bientôt tout elle-même. Mais quand les policiers franchirent le seuil, le premier détail les mit en alerte. La maison était parfaite à l'extérieur, mais à l'intérieur se sentait un silence oppressant, étrange et presque contre nature pour une maison où vivent des enfants. On n'entendait ni voix, ni rire, ni même le bruit habituel de la télévision. Un salon parfait et vide avec des fauteuils et canapés parfaitement rangés, ordre parfait, comme si un service de nettoyage venait d'en sortir. Et encore les officiers ne pouvaient comprendre pourquoi la maison dans laquelle vivent 4 enfants avait l'air si vide. Quand les policiers demandèrent à voir les enfants, Juan hocha brièvement la tête
et les mena à l'étage. Les enfants étaient assis dans une chambre, tous les trois, et il devint immédiatement clair que quelque chose n'allait pas avec eux. Ce n'était pas cette image de famille heureuse que les voisins et journalistes avaient l'habitude de voir lors des fêtes de la ville. C'étaient 3 enfants effrayés, renfermés, qui à l'apparition de personnes inconnues n'essayèrent même pas de sourire ou de saluer. Ils étaient assis dans un silence complet, ne regardant presque pas les policiers, ne répondant pas aux questions, seulement parfois jetant des regards effrayés vers Juan, qui se tenait à la porte. Les officiers notèrent que les enfants avaient l'air fatigués, renfermés, étaient habillés soigneusement, mais clairement pas à leur taille, comme à la va-vite. Dans la maison régnait une atmosphère d'une sorte de tension invisible, bien qu'extérieurement tout semblait aussi impeccable que toujours. Les policiers essayèrent de parler avec les enfants, demander comment ça allait, mais chaque question se heurtait au silence et au regard effrayé. Juan suivait attentivement chaque mot, et les officiers sentaient comment, par sa présence, les enfants se recroquevillaient littéralement. Il était clair que parler ouvertement dans de telles conditions, ils ne pourraient pas. Quand la police termina l'inspection et sortait déjà de la maison, Juan les accompagna poliment jusqu'à la porte et s'excusa encore pour le dérangement. Il était toujours aussi calme, toujours aussi sûr de lui. Mais maintenant, cette assurance sienne semblait de quelque manière suspecte. Dehors, déjà dans la voiture, les officiers se regardèrent en silence. Ils n'arrivaient pas à se défaire de la sensation que ce qu'ils avaient vu confirmait les paroles de Sofia, bien qu'indirectement. Ils ne trouvèrent pas dans la maison de traces de crime, ne virent pas de preuves directes de cruauté. Mais ces enfants, renfermés, effrayés, qui ne ressemblaient pas à une famille heureuse, devinrent la première et plus importante preuve confirmant que dans la maison des Sanchez, quelque chose n'allait clairement pas. Précisément, l'état des enfants devint ce point de départ, après lequel l'affaire Sanchez était déjà impossible à fermer en invoquant de simples fantasmes d'adolescents. Maintenant, la police était sûre, l'enquête ne faisait que commencer, et le prochain pas devait être fait très rapidement avant que dans la maison de la périphérie de la ville arrive quelque chose d'irréversible. Dans de telles histoires arrive toujours un moment où apparaît une autre version des événements. Et voilà que tout n'est plus si évident, tout n'est plus si simple. Si jusqu'à présent, au centre de l'attention était Sofia, ses paroles et sa peur, maintenant prirent la parole ceux contre qui elle s'était prononcée. 2 jours après la visite de la police à la maison des Sanchez, Juan et Elena furent appelés au commissariat pour une conversation officielle. Au début, ils avaient l'air un peu surpris, mais le calme ne les quittait pas. Ils se comportaient là comme s'ils étaient nains venus simplement éclaircir un autre malentendu, comme si leur fille, cette même qui au milieu de la nuit avait couru pieds nus à la police, avait encore causé quelques problèmes. Johan parla le premier, et ce fut une version complètement différente des événements. Calme, réfléchi, et sonnait si logique que pendant 1 seconde, des doutes apparurent même. Comprenez, Sofia est une adolescente très difficile. Elle a toujours été encline à la dramatisation, aux inventions. Peut-être que c'est ainsi que se manifeste le traumatisme de sa petite enfance. Elena et moi faisons tout pour l'aider. Mais elle s'est enfuie de la maison plus d'une fois, inventait des histoires pour attirer l'attention sur elle. Ce n'est que sa énième tentative d'attirer l'attention sur elle. Et tout ce que disait Juan sonnait convaincant, même sincère. La police commença déjà à se demander « et si tout était exactement ainsi ?» Après tout, de l'extérieur, la famille Sanchez était exemplaire. Est-il possible que Sofia ait simplement exagéré ? Après tout, parfois les adolescents vont vraiment aux extrêmes, surtout s'il s'agit d'enfants adoptés. Quand on lui demanda l'état des autres enfants, Elena sourit doucement, presque tristement, et ajouta « Vous avez vu à quoi ils ressemblent, et cela vous a probablement inquiété. Mais ce sont toutes les conséquences de la maladie. Nous les avons adoptés. Ils étaient très faibles. Ils ont des problèmes de santé depuis le début. Nous investissons beaucoup de force et de moyens pour les remettre sur pied. Mais ces choses ne se résolvent pas rapidement. Et oui,
Parfois, ils se renferment vraiment sur eux-mêmes. Ils ont peur des étrangers. Mais c'est le résultat de leur passé difficile, pas de ce qui se passe chez nous à la maison. Et encore une fois, tout sonnait logique. Une famille qui a adopté des enfants malades, investissant en eux ses forces, son temps, son argent. Qui voudrait douter d'une histoire si belle et touchante ? Mais la police fut obligée d'enregistrer tout ce qu'elle entendit de Juan et Elena. Leurs paroles furent officiellement consignées au procès-verbal. 15 juillet 2021. Témoignage du citoyen Juan Sanchez. Sofia organise souvent de telles scènes. Elle a une imagination turbulente. Nous sommes déjà habitués à des situations similaires, mais cette fois, elle est allée trop loin. Témoignage de la citoyenne Elena Sanchez. Les autres enfants ont mauvaise mine exclusivement à cause de maladies chroniques. Nous consultons régulièrement des médecins, mais ils ne se sont pas complètement rétablis. Sofia s'en est simplement servie pour donner du dramatisme à ses paroles. Ces lignes, écrites d'une écriture claire, contredisaient brutalement tout ce que Sofia avait raconté. Maintenant, il y avait officiellement 2 versions d'une histoire, 2 regards sur la même vie dans laquelle Sofia semblait soit victime, soit menteuse. À un moment, la police pensa même à vérifier les documents médicaux des enfants. Mais avant qu'ils puissent entreprendre quelque chose, retentit une phrase qui alerta définitivement tout le monde. Juan revint inopinément lui-même au sujet du garçon disparu. Ce même Luis dont Sofia avait déjà parlé. Quant à Luis, qu'elle mentionnait, continua Juan, tout est encore plus simple. Luis ne vit vraiment plus avec nous. Il est se retourner chez des parents à Buenos Aires. C'est facile à vérifier. Les mots furent dits avec assurance, avec le même sourire tranquille, mais après eux s'installa un silence gênant. Pour quelque raison, cette version sonnait trop répétée, trop lisse, pour être vraie. Néanmoins, la police n'avait pas encore de preuves directes pour accuser directement les époux Sanchez. Leurs paroles expliquaient formellement toutes les questions soulevées par Sofia. Mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Les accusations de Sofia, ses larmes et cette fuite nocturne étaient trop sérieuses pour simplement fermer l'affaire en disant que la fille a inventé. Juan et Elena Sanchez furent officiellement enregistrés au statut de suspects. Oui, pour l'instant, ils ne ressemblaient pas à des criminels, mais à des personnes qui étaient devenues victimes d'une hystérie adolescente. Mais ce n'était qu'une des 2 réalités possibles, et il incombait aux policiers de découvrir laquelle était la vraie. Tout ce qui restait à faire à la police était de commencer à chercher des preuves qui pourraient confirmer ou réfuter les paroles des parents adoptifs de Sofia. Il était clair que la vérité se trouvait quelque part plus profondément, et c'est précisément là qu'il fallait creuser. Au sens propre et figuré de ce mot, une chose, ce sont les paroles, et une autre, quand la maison elle-même commence à parler. Les Sanchez furent convaincants. Bonnes paroles, bonnes émotions, tout semblait vraisemblable. Jusqu'à ce que la police décide de regarder à l'intérieur un peu plus attentivement. La perquisition fut programmée rapidement, et quand les officiers se retrouvèrent à nouveau dans la maison des Sanchez, ils comprenaient déjà ce qu'ils cherchaient. Il fallait vérifier littéralement tout, des chambres où vivaient les enfants, jusqu'aux affaires personnelles des époux. Dans de tels cas sont importantes les détails, les petites choses qui à première vue semblent insignifiantes. Et déjà, après quelques minutes, il devint clair qu'il n'y avait simplement pas de petites choses ici. De l'extérieur, la maison des Sanchez était toujours cette même maison parfaite de magazine brillant. Mais il suffisait de monter au 2e étage, où se trouvaient les chambres des enfants, et le tableau changeait brusquement. La première chose que remarquèrent les policiers, aux fenêtres de toutes les chambres d'enfants étaient installées des grilles métalliques massives, telles qu'on met habituellement aux fenêtres des banques ou aux fenêtres dans des quartiers particulièrement dangereux, mais en aucun cas dans des chambres d'enfants.
Il semblait qu'elles avaient été mises spécialement pour qu'aucun des habitants de ces chambres ne puisse sortir dehors par lui-même. Cela contredisait complètement les paroles de Juan et Elena sur les relations de confiance dans la famille. À l'intérieur des chambres, le tableau ne devenait que plus sombre. Les meubles étaient pratiquement complètement absents. Dans chaque chambre, il y avait exactement la même chose. Un matelas sur le sol, une couverture fine, un oreiller, et c'est tout. Ni chaise, ni bureau, ni jouet. Rien qui puisse rappeler une vie d'enfant normale. Les policiers qui entraient dans ces chambres se taisaient involontairement. Les questions sur pourquoi les enfants semblaient ainsi renfermés et effrayés disparurent d'elles-mêmes. Mais la principale surprise attendait dans l'une des chambres, sous le matelas, où furent trouvés par hasard plusieurs journaux intimes d'enfants. C'étaient de petits cahiers avec des dessins et de courts enregistrements que les enfants tenaient, à en juger partout, en secret de leurs parents. Ce que virent les policiers sur les pages de ces cahiers les fit se taire définitivement. Dans les journaux, il n'y avait pas d'histoires d'enfants habituelles, de dessins joyeux ou de phrases amusantes. À la place, des images sombres, lourdes, des figures noires d'adultes avec d'énormes mains et des visages sans yeux, de petites figures d'enfants qui pleuraient ou se cachaient dans le coin de la chambre. Sur un dessin était représentée une porte avec une grille, derrière laquelle se tenait la figure d'un enfant avec les mains levées vers le haut, comme demandant de l'aide. En bas de la page, il y avait une inscription courte « Ici, ça fait mal ». Les dessins étaient faits au crayon simple, inégalement, à la hâte, comme si l'auteur craignait qu'on l'attrape et qu'on le punisse. Dans un autre cahier, il y avait un enregistrement fait d'une écriture d'enfant incertaine. « Luis ne reviendra plus. Personne ne revient s'il descend en bas ». Ce que signifiait ce « en bas », les policiers ne le savaient pas, mais un frisson de ces mots parcourait le dos de chacun qui les lut. Avec chaque nouvelle page des journaux, la version de Juan et Elena sur les adolescents difficiles et les maladies d'enfants s'effondrait sous les yeux. Aucune maladie d'enfant ne pouvait expliquer les grilles aux fenêtres et les chambres vides. Aucune fantaisie de Sofia ne pouvait créer de tels journaux avec des dessins qui rendaient difficile de respirer même aux personnes adultes. Ces journaux et les conditions dans lesquelles vivaient les enfants furent alors la première preuve sérieuse qui ne réfutait pas simplement les paroles des Sanchez, mais criait littéralement sur ce qui se passait dans cette maison en réalité. Maintenant, il devint clair que la version de Juan et Elena était un mensonge soigneusement pensé, couvrant quelque chose de beaucoup plus sombre et effrayant. À ce moment, la police comprit que devant eux, il n'y avait déjà plus simplement des soupçons, mais des preuves réelles d'un crime. Maintenant, ne restait qu'une question. Jusqu'où fallait-il creuser pour trouver la vérité? Et la police décida de creuser plus profond, au sens propre de ce mot. Parce que maintenant c'était clair. Ce que Sofia appela la disparition de Luis pouvait s'avérer beaucoup plus terrible que ne voulaient le penser même des officiers expérimentés. Il semblerait qu'après une telle découverte, n'importe quelle personne commencerait à paniquer, nier l'évidence ou essayer d'expliquer quelque chose. Mais les Sanchez ne firent rien de semblable. Au lieu d'émotion ou de quelques justifications, ils choisirent un chemin complètement différent. Juan et Elena se turent simplement. Leur comportement devint étrange, calme et même indifférent, comme s'il ne s'agissait pas d'accusations sérieuses, mais de quelques malentendus mineurs. Quand on leur présenta les journaux et qu'on demanda pourquoi dans leur maison il y avait des grilles aux fenêtres, Juan répondit calmement par une phrase courte « Nous ne parlerons qu'en présence d'un avocat ». Aucune explication, aucune tentative de se justifier ou de prouver son innocence. Seulement le ton uniforme et froid d'une personne qui sait clairement ce qu'elle fait. Ce comportement surprit même les policiers expérimentés. Normalement, les personnes innocentes se comportent différemment. Elles s'indignent, exigent qu'on élucide la situation, essaient d'expliquer chaque détail, de prouver que tout cela est une erreur. Mais pas cette fois. Les Sanchez restaient simplement silencieux, froidement et avec assurance.
Et c'est précisément alors que la police décida de les vérifier encore plus profondément. Ils demandèrent non seulement les témoignages des voisins et des témoins, mais aussi les rapports financiers des époux Sanchez. Et c'est ici que se révéla à nouveau un détail très étrange, que personne ne s'attendait à voir. Parmi les paiements réguliers qu'effectuaient Juan et Elena, se distinguaient d'étranges virements répétitifs sur le compte de la même personne. Le destinataire de ces virements s'avéra être leur voisin le plus proche, un homme vivant à seulement 50 mètres de la maison des Sanchez. L'argent lui était transféré régulièrement, une fois par mois, pendant presque 2 ans. Les sommes n'étaient pas énormes, mais suffisamment importantes pour susciter la question « Pourquoi ?» Et cela était déjà une preuve d'un niveau complètement différent. Pourquoi une famille exemplaire paie-t-elle régulièrement un voisin? Que faisait-il pour eux qui nécessitait un paiement mensuel? Les policiers se rendirent chez le voisin et celui-ci fut clairement déconcerté en voyant des personnes en uniforme sur son seuil. Au début de la conversation, il était nerveux, se confondait dans ses réponses, parlait de dettes et d'aides ménagères. Mais quand on lui demanda directement s'il savait quelque chose sur ce qui se passait dans la maison des Sanchez, le voisin se tut. « Je n'ai rien à vous dire », répondit-il à voix basse. Mais déjà par ses yeux, on comprenait. Il savait beaucoup plus qu'il ne disait. Les officiers retournèrent au commissariat et comparèrent les faits. Paiement régulier, comportement étrange des Sanchez, silence du voisin, tout cela n'indiquait qu'une chose. Le voisin avait vu ou entendu quelque chose que Juan et Elena voulaient cacher à tout prix. Il s'avérait que la famille parfaite, possiblement, ne lui payait pas pour l'aide ménagère, mais pour son silence. Et lui, apparemment, se taisait depuis assez longtemps. Mais pourquoi décida-t-il de se taire? Qu'avait-il exactement vu ou su? Et pourquoi précisément maintenant fut-il si visiblement effrayé en voyant la police chez lui? Ces questions flottaient dans l'air, et il était évident que les réponses à celles-ci pourraient bouleverser toute l'enquête. Pendant ce temps, les Sanchez continuaient à se comporter comme si rien de spécial ne s'était passé. Ils attendaient simplement leur avocat, sans montrer d'anxiété ni de panique. Leur indifférence semblait déjà terrifiante, comme s'ils savaient quelque chose que les policiers ne savaient pas encore. Il s'avéra que sous l'apparence impeccable de Juan et Elena se cachait une histoire beaucoup plus complexe et sombre. Ils ne cachaient pas simplement la vérité. Systématiquement, froidement, sans émotion, ils effaçaient les traces. Les paiements réguliers aux voisins n'étaient aucune preuve supplémentaire de jusqu'où ils pouvaient aller pour maintenir l'image parfaite de la famille. Maintenant, la police avait un argument sérieux qui pouvait faire parler non seulement le voisin, mais les Sanchez eux-mêmes. Les questions ne pouvaient plus être ignorées. Qu'avait-il exactement vu? Qu'est-ce qu'il avait fait se taire? Pourquoi Juan et Elena observaient-ils si calmement ce qui se passait, comme s'ils attendaient chaque prochain pas de la police? Tout devint beaucoup plus complexe et beaucoup plus effrayant qu'on pouvait le supposer au début. Et les policiers comprenaient que le prochain pas serait décisif. Il fallait faire parler le voisin, car maintenant on savait avec certitude, il était témoin. Possiblement la seule personne capable de révéler ce qui se passait exactement derrière les portes fermées de la maison des Sanchez. Précisément cette personne, vivant à seulement 50 mètres de la maison parfaite, pouvait détruire le dernier espoir de Juan et Elena de conserver leur secret. Maintenant, la police était sûre d'une chose. Le secret que cachaient les Sanchez était si sinistre qu'on pouvait le payer pendant des années. Et c'est précisément ce secret qu'ils s'apprêtaient à révéler dans les prochains jours. Jusqu'à ce moment, on pouvait encore admettre que les Sanchez étaient réellement juste des parents trop stricts, que possiblement leurs enfants étaient vraiment malades et qu'ils payaient le voisin pour l'aide au jardin ou les tâches ménagères. Oui, cela semblait déjà extrêmement douteux, mais il restait encore au moins quelque échappatoire pour les doutes. Mais le jour où Sofia fut appelée pour une conversation supplémentaire, toutes ces échappatoires se fermèrent définitivement.
En présence du psychologue pour enfants, Sophia commença à parler beaucoup plus ouvertement qu'avant. Et c'est précisément ce jour que résonnèrent les mots après lesquels il était impossible de revenir en arrière. Sophia ne parlait plus simplement du fait que Luis avait disparu. Maintenant, elle dit ce que la police craignait d'entendre depuis le début. Quand le psychologue demanda prudemment à Sophia si elle se souvenait de ce qui était exactement arrivé à Luis, la fillette resta longtemps silencieuse. Elle cherchait les mots, avait peur même de les prononcer à voix haute. Mais ensuite, à voix basse, à peine audible, elle dit « Luis a été puni, très fortement puni. Il n'a pas tenu. Il est mort. » Dans le bureau, il se fit absolument silencieux pendant 1 seconde. Le psychologue continua doucement à questionner pour s'assurer que Sophia comprenait de quoi elle parlait, que ce n'était pas simplement quelques suppositions ou fantasies de sa part. Sophia ne détourna pas les yeux, elle regardait droit devant elle, comme si mentalement elle revivait encore ce jour. « Il est mort parce qu'il avait été très fortement puni », répéta Sophia. « Nous avons tous vu comment ils l'ont emmené en bas, et après, il n'y était plus. » À la question du psychologue sur ce que signifiait « en bas », Sophia répondit presque immédiatement, brièvement et clairement, « au sous-sol. Là-bas, on punissait toujours. De là, personne ne revenait tel qu'il était avant. Mais Luis, il n'est simplement pas revenu. » Maintenant, la question était directe. « Sophia, sais-tu où est Luis maintenant ?» Et elle se tut à nouveau, respirant lourdement. On voyait comme ces mots lui étaient assez difficiles. Mais elle dit exactement ce qui changea toute l'affaire définitivement. Ils l'ont enterré. Là, dans le jardin, derrière la maison, ils nous ont dit qu'il était parti. Mais nous avons vu. Ces mots, dits clairement et concrètement, avec une clarté qu'on ne pouvait attribuer aux fantasies enfantines, changèrent tout brusquement. L'affaire cessa d'être simplement une histoire de mauvais traitements ou de comportements suspects. Maintenant, c'étaient des témoignages sur un possible meurtre et une dissimulation de corps. Et après de telles paroles, croire à la version des Sanchez sur la fantaisie adolescente de Sophia devint impossible. La police reclassa immédiatement l'affaire. Maintenant, ce n'était plus simplement une vérification d'accusations de cruauté ou de paiements étranges. C'était une enquête criminelle complète avec un objectif concret, trouver le corps caché dans le jardin. Et si jusqu'alors la police agissait prudemment, rassemblant soigneusement les preuves et ne se précipitant pas avec les conclusions, maintenant on ne pouvait plus tarder. Chaque minute pouvait coûter la vérité, mais même après de telles paroles terrifiantes, Sophia continua à parler. Elle raconta aux psychologues et aux officiers ce qu'elle avait vu elle-même, comment Luis fut emmené en bas, comment les enfants entendirent sur des cris, comment après cela dans la maison s'installa un silence de mort, et personne n'osait même chuchoter son nom. Elle répétait encore et encore, comme si elle craignait qu'on puisse ne pas la comprendre ou ne pas la croire. Il est mort. Luis ne reviendra jamais plus à la maison. Aucun de nous ne reviendra si on nous emmène en bas. Et à ce moment-là, la psychologue comprit que Sophia n'inventait pas, que ce n'était pas un fantasme d'enfant qui essayait d'attirer l'attention. C'étaient les paroles d'une personne qui avait vécu quelque chose de si terrible que même les adultes peuvent difficilement l'imaginer. Il devint maintenant clair pour la police qu'ils n'avaient pas affaire simplement à des parents cruels, mais à des personnes qui étaient prêtes à tout pour préserver leur image publique. Des personnes qui étaient prêtes à mentir, à payer le voisin pour son silence, à maintenir les enfants dans la peur et l'isolement absolu, juste pour que personne ne découvre ce qui se passait exactement dans leur maison. Les paroles de Sophia détruisirent complètement le mythe des Sanchez comme famille exemplaire. Maintenant, chaque fait se composait en un tableau unique et terrible. Les grilles aux fenêtres n'étaient pas pour protéger les enfants, mais pour qu'ils ne puissent pas s'échapper et dire la vérité. Les chambres vides sans meubles n'étaient pas un signe de soin ou de maladie, mais une méthode de suppression. Et l'argent que recevait le voisin était le paiement de son silence sur ce qu'il avait vu ou entendu par accident.
Mais le principal maintenant était autre chose. La police connaissait l'endroit spécifique où chercher des preuves du crime. Dans le jardin, derrière la maison parfaite qu'ils aimaient tant montrer dans les journaux, se cachait possiblement une découverte terrible, capable de mettre définitivement fin à cette histoire. Après cette conversation avec Sofia, il n'y avait plus de retour en arrière. Les paroles de la petite fille devinrent cette preuve cruciale qui changea à jamais l'échelle de l'enquête. Maintenant, la police ne voulait pas seulement découvrir la vérité. Maintenant, elle savait exactement où la chercher. Et précisément ceci. L'endroit dans le jardin derrière la maison des Sanchez deviendrait le point de départ de la prochaine étape de l'enquête. Les policiers comprenaient déjà qu'ils devraient creuser littéralement, et non seulement dans le passé de la famille, mais aussi dans leur propre jardin. Le jardin qui toutes ces années avait semblé si parfait et entretenu, pouvait maintenant devenir l'endroit où se cachait le secret le plus terrible de la famille Sanchez. Un secret pour lequel ils avaient déjà payé trop cher pour que la police puisse leur permettre d'échapper sans répondre. Quand il s'agit d'accusations graves, surtout comme celles qui venaient d'être prononcées par Sofia, l'enquête ne se base jamais seulement sur des paroles. Si convaincants que soient les témoignages, ils doivent être confirmés physiquement par des méthodes scientifiques. C'est pourquoi, quand tôt le matin du 20 juillet 2021, une équipe médico-légale arriva dans la cour arrière de la maison des Sanchez. Ils avaient un objectif, soit réfuter les terribles paroles de Sofia, soit les confirmer. Définitivement, les Sanchez préservaient encore leur calme absolu. Extérieurement, la maison n'avait pas changé. Pelouse entretenue, fleurs, allée parfaite. Mais précisément, cette perfection semblait maintenant terrifiante, parce que chaque pas des experts semblait rappeler que derrière la façade soignée se cachait quelque chose de terrible. D'abord, ils apportèrent sur place un équipement spécial, un géoradar. Cette chose est capable littéralement de radiographier le sol à une profondeur de plusieurs mètres, détectant toute anomalie. Les officiers se mirent à l'écart, observant comment l'expert déplaçait lentement l'appareil sur la pelouse parfaite. Personne ne disait mot. On n'entendait que le bourdonnement silencieux de l'équipement et les clics des boutons. Les premières minutes, il semblait qu'il n'y avait rien d'inhabituel. Même quelqu'un parmi les policiers présents pensa que peut-être Sofia avait confondu quelque chose. Mais après quelques minutes, l'expert ralentit, regardant attentivement l'écran, puis s'arrêta et leva la main. « Il y a quelque chose ici. Anomalie dans la densité du sol. Profondeur environ 1,5 m. » Après ces mots, personne ne douta qu'il fallait creuser. L'atmosphère changea brusquement. Il devint maintenant clair que soit il serait prouvé que Sofia disait la vérité, soit toute l'histoire s'effondrerait définitivement et ses paroles resteraient seulement des paroles. Les policiers marquèrent soigneusement l'endroit et commencèrent lentement, très prudemment à creuser la zone. Plus ils creusaient profond, plus l'attente devenait tendue. 1 heure passa, puis la seconde. Les policiers creusaient à la main pour ne rien endommager accidentellement, si cela s'avérait vraiment être ce dont Sofia avait parlé. Personne ne le prononçait à haute voix, mais tous comprenaient déjà ce qu'ils cherchaient exactement. Autour régnait le silence absolu. Même les oiseaux, semblait-il, avaient cessé de chanter. Et alors, quand la profondeur atteignit environ 1,5 m, la pelle de l'un des policiers frappa quelque chose de dur, tous se figèrent, et il nettoya lentement, très prudemment la terre autour de la découverte. Au fond du trou, commencèrent à apparaître les premiers signes de ce qu'aucun des présents ne voulait voir, mais que tous attendaient exactement. C'étaient des restes humains, petits, appartenant évidemment à un enfant. Le policier qui nettoya la découverte exhala doucement et regarda ses collègues. Il ne restait plus aucun doute. Sofia disait la vérité. Sous la couche du jardin parfaitement entretenu se cachait le secret le plus terrible de la famille Sanchez. Les experts enregistrèrent soigneusement la découverte, photographièrent et documentèrent le lieu de la découverte. Maintenant, chaque pas devait être confirmé officiellement pour que personne n'ait de doute sur ce qui s'était passé
les criminalistiques agirent avec précision, méthodiquement et calmement. Ce n'était plus simplement un jardin dans la cour arrière d'une belle maison, mais une scène de crime qui pouvait changer complètement les destins de tous ses habitants. Quand les restes furent soigneusement soulevés et emballés pour des analyses ultérieures, il devint définitivement clair. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ce n'était plus une affaire de cruauté domestique ou d'isolement. Maintenant, l'enquête était devenue une affaire de meurtre et de dissimulation de cadavres. Le témoignage de Sofia fut complètement confirmé, non par des paroles, mais par une preuve physique réelle qui ne pouvait plus être niée. Les experts continuèrent le travail et autour de la maison, les gens commencèrent à se rassembler. Les voisins restaient silencieux, essayant de comprendre que cela se passait vraiment ici, dans leur ville tranquille et prospère. La maison qui avait semblé l'idéal pour toute Piedra Blanca s'avérait maintenant être l'endroit où derrière une belle façade se cachait la vérité la plus terrible. Cette fois même, les Sanchez, qui jusqu'à présent avaient observé silencieusement ce qui se passait, changèrent finalement d'expression. Le calme froid de Juan commença à disparaître. Pour la première fois, il semblait déconcerté. Et Elena, debout à côté de lui, baissa pour la première fois le regard, comme si elle ne pouvait plus cacher ce qu'ils savaient tous les deux depuis le début. Les restes découverts dans le jardin devinrent le moment décisif de toute l'affaire. Maintenant, la police obtint une confirmation irréfutable que les paroles de Sofia étaient vraies. Il n'avait pas simplement des témoignages d'enfants ou des transferts suspects aux voisins. Maintenant, il y avait une preuve matérielle, physique, capable de donner des réponses aux questions les plus difficiles qui avaient tourmenté toute la ville pendant plusieurs semaines. Il ne restait maintenant qu'une étape, déterminer ce qui s'était exactement passé dans cette maison et qui exactement était coupable de cela. Mais le principal était déjà arrivé. La vérité, cachée sous la pelouse parfaite de la maison des Sanchez, était sortie au grand jour. Il n'y avait pas de retour en arrière et l'enquête devait aller jusqu'au bout, si terrible et désagréable que ce soit de regarder une telle vérité en face. Quand dans l'enquête d'une affaire apparaît une preuve aussi sérieuse que les restes trouvés, la police se pose toujours une autre question. Qui d'autre aurait pu savoir cela et se taire? Peut-être que ce n'était pas simplement le secret d'une famille, mais quelque chose de plus grand. Tout un réseau de personnes qui préféraient ne pas voir l'évident. Le premier dans le viseur de la police fut le voisin, celui-là même à qui on transférait régulièrement de l'argent. Quand on l'appela à nouveau pour interrogatoire, il devint évident qu'il n'était plus simplement nerveux. Il avait franchement peur. Dans ses yeux, il y avait de la peur, non pas envers la police, mais envers sa propre conscience. Après quelques minutes de conversation, il craqua et confessa qu'en réalité, il avait vu des traces de coups sur les enfants Sanchez depuis longtemps. « Oui, j'ai vu ce qui se passait là-bas », dit-il à voix basse. « J'ai vu les bleus sur les bras des enfants, comment ils pleuraient parfois dans le jardin, mais je n'ai rien fait. Comprenez-moi, j'avais des dettes, et Juan a proposé de m'aider avec de l'argent. Il m'a simplement dit de ne pas m'en mêler et de ne rien dire à personne. J'avais besoin d'argent. Je me suis tu, bien que je comprenne que j'agissais mal. » Le voisin avait l'air abattu, mais en même temps, il ne cachait rien de ce qu'il savait. Il n'a pas participé à ce qui se passait, n'était pas complice, mais a simplement préféré fermer les yeux pendant que l'argent coulait sur son compte. Maintenant, il regrettait clairement, comprenant que son silence avait pu coûter trop cher. La police comprit que le voisin n'était pas un criminel, mais un témoin, et précieux. Il pouvait confirmer que dans la maison des Sanchez se passait quelque chose de terrible, bien avant que Sofia décide de s'enfuir et de dire la vérité. Parallèlement, une autre question surgit. Comment avait-il pu se faire que pendant longtemps, personne ne remarque l'absence des enfants à l'école? Cela semblait étrange. C'est pourquoi les policiers décidèrent de vérifier l'institutrice de l'école, qui s'était plusieurs fois intéressée à pourquoi les enfants n'assistaient pas aux cours. Peut-être qu'elle aussi en savait plus qu'elle ne disait. Mais quand ils commencèrent à vérifier ses correspondances et notes, il s'avéra quelque chose de complètement différent. L'institutrice s'inquiétait vraiment pour les enfants,
écrivait aux parents, demandait pourquoi les enfants n'allaient pas qu'au pas à l'école, mais recevait chaque fois des réponses convaincantes des Sanchez. Les enfants sont malades. Les enfants ont un enseignement individuel à la maison. Nous voyageons fréquemment dans d'autres villes. C'est pourquoi les enfants n'assistent pas aux cours régulièrement. L'institutrice avait même essayé de s'adresser au service de protection, mais on l'y avait rassuré, l'assurant que la famille était absolument fiable et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Ainsi, il devint rapidement clair que l'institutrice n'était pas complice ni participante, mais simplement une personne que les Sanchez avaient très habilement trompée. Elle était devenue victime de ce mensonge artistiquement construit, croyant, comme beaucoup d'autres, à l'image parfaite de cette famille. Ainsi, un suspect, le voisin, se transforma en témoin, et la seconde, l'institutrice, fut complètement exclue du cercle des suspects. C'étaient de fausses pistes qui avaient momentanément embrouillé l'enquête, mais qui très rapidement devinrent compréhensibles et simples. Au final, la police retourna encore au point de départ de l'affaire. Maintenant, il était évident que les seuls suspects du terrible crime restaient seulement Juan et Elena Sanchez. Aucun réseau de complices n'existait. Il n'y avait qu'un couple capable de cacher si magistralement la terrible vérité. La prochaine étape était évidente. Interroger les Sanchez encore une fois, ayant maintenant non seulement les paroles des enfants, mais aussi le témoignage réel d'un témoin qui avait vu ce qui se passait de ses propres yeux. Maintenant, la police devait faire parler les Sanchez eux-mêmes. Et ils avaient enfin toutes les preuves nécessaires pour le faire. Quand une histoire similaire à celle-ci se révèle, il semble que ce qui s'est passé soit une sorte d'effondrement soudain, une journée malheureuse ou une erreur fatale. Mais plus profondément les enquêteurs plongeaient dans la vie des Sanchez, plus l'opposé devenait évident. Ce qui était arrivé à Luis n'était pas un hasard. C'était seulement la pointe de l'iceberg. La terrible culmination d'une longue histoire de plusieurs années. Après que les restes furent découverts, les psychologues rencontrèrent à nouveau le reste des enfants. Pendant longtemps, ils ne voulurent pas parler. Le silence et la peur étaient d'où fermement entrés dans leur vie. Mais graduellement, étape par étape, des détails commencèrent à apparaître qui faisaient perdre leur sang-froid, même aux policiers, les plus expérimentés. Il s'avéra que les premières manifestations de cruauté n'avaient pas commencé presque immédiatement après l'adoption des 2 premiers enfants en 2012. Les enfants se souvenaient comment au début cela semblait simplement des règles strictes, une discipline qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Mais graduellement, cela devint quelque chose de beaucoup plus effrayant. Le contrôle s'intensifiait, les punitions devenaient de plus en plus fréquentes et dures. Quand en 2015, la famille prit 2 autres, parmi lesquels était Sofia, la situation empira drastiquement. Maintenant, il y avait 4 enfants, et les Sanchez durcirent les règles encore plus. Il leur était interdit de sortir des chambres sans permission, de se parler entre eux sans adultes, et même la nourriture devint maintenant une forme de punition. Ils pouvaient récompenser avec elle, ou en priver pendant toute une journée. Le moment le plus difficile pour les enfants fut le printemps de 2019, quand Luis apparut dans la famille. Il était le plus jeune et devint immédiatement la cible principale de la colère de Juan et Elena. Les autres enfants racontèrent qu'ils le punissaient pratiquement quotidiennement. Si auparavant les punitions étaient simplement cruelles, maintenant elles devinrent effrayantes, si douloureuses que les enfants craignaient que Luis ne résiste pas. Et à un moment donné, cela arriva. Les enfants se souvenaient de cette soirée de mars 2019 avec des larmes aux yeux. Ils entendirent comment Luis fut emmené en bas, entendirent des cris qui s'arrêtèrent brusquement. Depuis lors, personne ne le vit plus. Et les Sanchez dirent tout simplement qu'il avait déménagé dans une autre ville. Les enfants avaient peur de poser des questions, et les voisins et connaissances ne soupçonnaient rien, car extérieurement, tout avait l'air parfait. Maintenant, l'enquête voyait clairement. La mort de Luis n'était pas un accident ou un épisode isolé. C'était la conclusion logique d'années de suppression systématique et de cruauté qui était devenue la vie normale de ces enfants. Les Sanchez contrôlaient chaque pas, chaque mot, chaque mouvement.
Leur maison était devenue une prison où la moindre désobéissance était suivie de punition. La mort du garçon devint la fin terrible qui, tôt ou tard, devait arriver. Précisément cela, le caractère systématique et de plusieurs années du crime, changea complètement l'échelle de l'enquête. Maintenant, Juan et Elena Sanchez ne semblaient plus simplement des parents stricts ayant été trop loin. Maintenant, ils apparaissaient comme des personnes ayant consciemment construit un système basé sur la peur et la douleur. Ces témoignages des enfants enlevèrent définitivement tout doute. Pour l'enquête, il devint clair. Ce n'était pas un crime isolé, mais une longue chaîne d'actions, chacune aggravant la culpabilité des suspects. Les Sanchez ne pouvaient plus simplement expliquer ce qui s'était passé comme un hasard ou un effondrement. Maintenant, la police avait la tâche finale. Faire admettre à Juan et Elena leur responsabilité pour ce qui s'était passé dans leur maison pendant de nombreuses années. Et maintenant, plus personne ne doutait. Leur passé sombre n'avait pas seulement fait surface, il avait été complètement confirmé par ceux qui l'avaient vécu sur leur propre peau. Toute défense, même la plus réfléchie et la plus solide, à un moment donné, se fissure. Pour Juan et Elena Sanchez, ce moment arriva quand ils se trouvèrent pour la première fois dans différentes salles d'interrogatoire. Maintenant, ils devaient faire plus que simplement répéter des versions apprises. Maintenant, ils devaient résister à une vraie bataille avec des preuves irréfutables. Et la question était une: lequel d'entre eux craquerait le premier? L'interrogatoire commença calmement, méthodiquement. Les enquêteurs ne se pressaient pas, mais en même temps agissaient fermement et systématiquement. D'abord, ils montrèrent les journaux des enfants trouvés dans la maison. Elena, regardant les dessins et écrits, se tut immédiatement. Elle n'essaya même pas de les expliquer ou de dire que c'était une erreur quelconque. Elle se tut simplement, baissant le regard. Juan d'abord resta calme, appelant les journaux « fantaisie d'adolescents difficiles ». Mais ensuite, les enquêteurs sortirent les relevés de banque, montrèrent les virements réguliers aux voisins. Ici aussi, Juan commença à devenir visiblement nerveux. Sa version sur l'aide amicale aux voisins s'effondrait sous ses yeux. « Vous voulez dire que l'aide amicale ressemblait exactement à ça ?» demanda l'enquêteur, étalant sur la table un rapport détaillé sur les virements. Chaque mois, une somme strictement fixe. En échange du silence, Elena gardait encore le silence, ne levant même pas la tête. Juan essayait de dire quelque chose, tentait d'expliquer cet argent comme des dettes du voisin, mais c'était déjà évident. Il commençait à se perdre, s'embrouillant dans ses propres mots. Puis suivirent les témoignages du voisin lui-même, celui-là même qui avait avoué avoir vu des bleus et entendu les pleurs des enfants. Juan tenta d'interrompre l'enquêteur, mais on lui rappela durement que maintenant ces mots ne signifiaient rien contre les témoignages du témoin. Le dernier argument final furent les photographies de ce qui fut trouvé dans le jardin de la maison des Sanchez. Quand l'enquêteur posa silencieusement sur la table les images des restes, pendant une seconde, un silence complet s'installa dans la salle d'interrogatoire. Elena ne regarda même pas les photographies, comme si elle ne pouvait déjà plus rien nier. Son silence à ce moment fut plus fort que n'importe quel mot. Mais Juan, en voyant les photographies, changea brusquement d'expression. Il n'était clairement pas préparé à une preuve si directe, ne s'attendait pas à ce que la police trouve le corps si rapidement et si précisément. Et c'est précisément à ce moment que la défense des Sanchez, leur ligne de conduite unifiée et soigneusement construite, s'effondra définitivement. Juan se tourna soudain brusquement vers l'enquêteur et cria presque « Ce n'est pas moi, c'est tout, Elena. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle ne m'écoutait pas. Vous ne comprenez pas comment elle est vraiment. » Les enquêteurs étaient préparés à beaucoup de choses, mais ne s'attendaient pas à ce que Juan commence à rejeter la faute directement sur sa femme. Il devint maintenant clair qu'il n'y avait plus d'unité dans ce couple. Chacun commença à se défendre lui-même. Elena restait toujours silencieuse, ne réagissant pas aux accusations de son mari. Elle regardait vers le bas, comme si elle avait accepté depuis longtemps l'inévitabilité de tout ce qui se passait. Mais Juan continuait à parler, s'embrouillant de plus en plus et contredisant ses propres mots. C'est elle qui était cruelle. Elle m'obligeait à me taire.
Elle disait que c'était la seule façon de tenir les enfants sous contrôle. J'avais peur d'elle. Il devint maintenant évident aux enquêteurs. Leur tactique avait marché. Les Sanchez ne pouvaient ni plus tenir à une version commune, ne pouvaient plus soutenir le mensonge qui avait si longtemps été leur bouclier. Leurs témoignages commencèrent à se contredire mutuellement, détruisant tout ce qu'ils avaient si longtemps caché derrière le masque de famille parfaite. L'interrogatoire, qui avait commencé calmement, se termina par la défaite complète des Sanchez. Et maintenant, il ne restait à l'enquête qu'à enregistrer leurs mots et comprendre qui exactement d'entre eux portait la plus grande responsabilité pour ce qui s'était passé pendant des années dans leur maison. Et cela signifiait que l'enquête entrait dans son étape finale et décisive. Quand l'affaire arrive au tribunal, le plus important ne sont pas simplement les soupçons ou les témoignages. Il faut des faits qui ne peuvent pas être contestés ou interprétés autrement. Et précisément, un tel fait se retrouva sur la table de l'enquêteur le 15 octobre 2021. Ce jour-là, la police reçut un document qui mit le point final à la question de savoir si la mort de Luis était un accident ou si c'était une conséquence naturelle de toute la vie dans la maison des Sanchez. Le rapport d'expertise médico-légale semblait sec et officiel, mais c'est précisément dans cette sécheresse que se cachait toute la gravité de la situation. La cause de mort de Luis, selon les experts, ne put être établie de manière univoque. Le corps était resté sous terre trop longtemps, trop peu de traces restaient, et au début cela pouvait même donner espoir aux Sanchez que l'accusation de mort reste non prouvée. Mais plus loin dans le rapport apparaissaient des détails qui ne laissaient aucun espace pour des justifications. Sur les restes, les experts découvrirent des traces évidentes de traumatisme, et pas un ou deux. C'étaient de multiples fractures osseuses anciennes, déjà guéries, de différentes dates. Certaines d'entre elles étaient clairement survenues plusieurs mois avant la mort, d'autres, 1 an, 2 et même plus. Maintenant, devant l'enquête, il n'y avait pas simplement un rapport de mort, mais une liste détaillée et terrible de dommages reçus par Luis bien avant qu'il ne meure. Une liste qui rendait absolument impossible la version de l'accident, chute accidentelle ou quelque incident unique. Non, c'était une trace documentaire de longs et systématiques sévices qui se sont produits pendant de nombreux mois et même années. Ces données confirmèrent complètement les témoignages des enfants, qui jusqu'alors avaient été la seule source d'information sur ce qui se passait dans la maison. Ils racontaient des punitions régulières, mais avant le rapport des experts, ce n'était que des mots. Maintenant, dans les mains de l'enquête, il y avait un argument scientifique et irréfutable qui parlait plus clairement que n'importe quel témoin et plus durement que n'importe quels aveux. Quand le rapport fut lu en présence des avocats et des Sanchez eux-mêmes, dans la salle d'interrogatoire s'installa à nouveau un silence lourd. Elena continuait à se taire, mais maintenant son regard n'était plus simplement baissé. Il était complètement vide. Comme si elle comprenait qu'il n'y avait plus de sens à essayer de nier quelque chose. Trop de preuves, trop de faits, trop de choses étaient déjà connues. Juan écoutait les résultats de l'expertise avec une inquiétude évidente, regardant périodiquement l'avocat, comme essayant de comprendre s'il y avait au moins quelque espoir de se justifier. Mais l'avocat ne faisait que feuilleter silencieusement les papiers, évitant le regard de son client. Il était clair que la défense n'avait rien à opposer à ce document sec et scientifique. C'est précisément à ce moment que s'effondra la dernière tentative des Sanchez de présenter ce qui était arrivé à Luis comme tragédie accidentelle ou circonstance imprévue. Le rapport du médecin légiste devint la preuve finale que ce qui s'était passé dans leur maison n'était pas un accident. C'était un système construit sur la cruauté et la peur, et Luis en devint la victime la plus terrible. Maintenant, l'enquête n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le rapport parlait de lui-même. Devant le tribunal, il y avait un tableau irréfutable de souffrance systématique de plusieurs années. C'est précisément cela qui devint la ligne principale d'accusation qu'on ne pouvait plus contester ou réfuter. L'affaire approchait de sa conclusion logique. La police obtint ce qu'elle avait si longtemps attendu, pas simplement des témoignages ou des aveux, mais une confirmation scientifique absolue. Ce fut le moment où même les défenseurs les plus obstinés des Sanchez furent obligés de reconnaître
Maintenant, il n'y avait plus de question sur qui était coupable et si c'était un crime. L'étape suivante ne restait que pour le tribunal, déterminer la mesure de responsabilité et le degré de punition pour des gens qui avaient si longtemps caché l'horreur derrière la façade d'une famille parfaite. Le rapport des médecins légistes devint cette preuve irréfutable qui ne leur laissa aucune chance d'échapper à la réponse. Quand toutes les preuves sont sur la table et que les espoirs d'échapper à la responsabilité n'existent déjà pratiquement plus, il reste la dernière tactique. Reconnaître ce qu'il est déjà impossible de nier et nier ce qu'on peut encore présenter autrement. C'est précisément par cette voie que partit Elena Sanchez après s'être familiarisée avec le rapport des médecins légistes. Par l'intermédiaire de son avocat, elle transmit une reconnaissance partielle. Ce ne fut pas une reconnaissance de culpabilité au sens plein du terme. Non, tout sonnait autrement, juridiquement réfléchi et prudent. Elena n'avoua qu'une chose. Elle reconnut qu'elle savait vraiment pour la mort de Luis et participa à cacher ce fait à la police et à tous ceux qui l'entouraient. Mais en même temps, Elena niait catégoriquement que la mort de Luis ait été intentionnelle ou résultat d'actions systématiques. Elle continuait à insister sur la version qu'un accident était arrivé, que le garçon avait soi-disant trébuché, était tombé des marches dans la cave, et elle avec Juan s'était simplement effrayée des conséquences. C'est pourquoi ils décidèrent de cacher ce qui s'était passé. De cette façon, Elena reconnut l'évident, ce qui ne pouvait pas être contesté. La dissimulation du corps, l'enterrement dans le jardin, le silence devant les enfants et les voisins. Mais en même temps, elle essayait encore de préserver l'illusion qu'il n'y avait pas eu d'intention de causer du mal et encore moins de tuer. C'était comme si elle espérait que cela lui permettrait d'éviter la punition la plus sévère. Juan, contrairement à sa femme, continua de maintenir la ligne précédente, négation totale de sa participation. Même après toutes les preuves présentées, journaux intimes, extraits, rapports d'experts, il insistait qu'il n'était coupable ni de la mort de l'enfant, ni de sa dissimulation. Il reportait toute la culpabilité sur Elena, affirmant qu'il n'avait appris la mort de Luis qu'après les faits et avait gardé le silence parce qu'il craignait les conséquences pour toute la famille. Ces deux confessions contradictoires, dont l'une était partielle et la seconde une négation totale, démontraient clairement que les époux Sanchez avaient définitivement perdu leur unité. Maintenant, chacun d'eux ne pensait qu'à lui-même, essayant de minimiser sa responsabilité et de reporter la plus grande partie de la culpabilité sur l'autre. L'enquête, néanmoins, n'avait plus besoin d'une confession complète pour exposer le couple définitivement. Elena admit le fait clé qui devint juridiquement indiscutable, la dissimulation de la mort. Et compte tenu du rapport des experts médico-légaux, sa version de l'accident semblait franchement peu convaincante. Les procureurs comprenaient parfaitement qu'une confession complète aurait été la finale idéale pour l'affaire. Mais même le fait qu'Elena ait avoué la dissimulation confirmait déjà complètement les pires soupçons de la police et de l'enquête. C'était la dernière pièce du puzzle qui permit de détruire définitivement l'image de la famille parfaite Sanchez. Il ne restait maintenant qu'une étape, le procès, qui devait décider lequel d'entre eux était le plus coupable et quelle serait la mesure finale de leur punition. La confession partielle d'Elena, bien qu'elle n'ait pas complètement fermé la question de la culpabilité pour la mort, mit fin à la question de savoir si la famille Sanchez était capable d'un crime. Plus personne ne pouvait douter qu'elle en était capable, et capable de beaucoup. L'enquête termina son travail, l'exposition fut complète, et maintenant l'affaire Sanchez passa entre les mains du tribunal qui devait établir tous les points définitivement. Il restait très peu de temps avant le procès, mais pour que le point final soit mis définitivement, l'enquête devait faire encore une étape importante, restaurer la chronologie des événements de ce jour de mars de 2019, quand Luis disparut pour toujours. Et maintenant les faits dispersés, témoignages des enfants, journaux intimes et même les confessions prudentes d'Elena se combinèrent en une image claire. Alors, que s'est-il passé dans la maison des Sanchez ce jour-là? Selon les matériaux de l'affaire, ce jour-là, Luis fut puni particulièrement sévèrement pour quelques fautes. Aucun des enfants ne pouvait plus se rappeler exactement quoi, et ce n'était pas important.
Il fut enfermé dans la chambre du sous-sol de la maison que les enfants appelaient simplement « en bas ». Là, selon leurs mots, se produisaient les punitions les plus terribles. Plusieurs heures après que Luis ait été enfermé, Elena alla vérifier son état et découvrit que l'enfant ne montrait pas de signes de vie. Les Sanchez comprirent que quelque chose d'irréversible s'était produit. Et c'est alors qu'ils prirent ensemble la décision de cacher ce qui s'était passé. Ne pas appeler l'ambulance, ne pas informer la police, mais simplement enterrer le corps dans le jardin pour que personne ne sache jamais rien. L'enterrement fut accompli tard dans la nuit. Les autres enfants furent forcés de garder le silence, leur inculquant la peur et les assurant que ce serait mieux pour tous. Et jusqu'à la fuite de Sofia, tout cela fut réellement caché de manière fiable de tous les yeux extérieurs. Maintenant, devant le tribunal, il n'y avait pas seulement une histoire, mais une reconstruction claire de tous les événements, depuis la dernière punition qui mena à la tragédie, jusqu'à la décision froide et calculée sur l'enterrement du corps. C'était précisément cette chronologie que le juge devait étudier, et c'était précisément elle qui devait devenir la base de la décision finale que plus personne ne pourrait contester. 10 février 2022, le jour où l'histoire de la famille Sanchez reçut sa conclusion officielle. La salle du tribunal était bondée. Il y avait les résidents de Pietra Blanca, journalistes, voisins qui ne pouvaient ne pas croire que tout ce temps ils avaient vécu à côté d'un tel cauchemar. Au tribunal résonnèrent toutes les preuves précédemment rassemblées. Témoignages du voisin, enregistrements vidéo des interrogatoires des enfants, journaux intimes, rapports d'experts, tout ce que les enquêteurs avaient rassemblé morceau par morceau pendant de nombreux mois consécutifs. La défense essaya de présenter ce qui s'était passé comme mort par négligence, mais il était déjà évident que le verdict serait beaucoup plus dur. La salle se figea en attendant la décision du juge, et enfin, les mots résonnèrent clairement et distinctement. Juan et Elena Sanchez sont déclarés coupables de traitements cruels ayant entraîné la mort et de dissimulation de crime. Le tribunal leur impose une peine de 30 ans de prison chacun. Sur les visages des époux, il n'y avait pas d'émotion, seulement du vide et de la résignation. La sentence mit fin à l'affaire qui détruisit pour toujours l'illusion de la famille parfaite dans la petite ville. Mais même après cette sentence, l'histoire des Sanchez avait une question importante. Une question qui ne reçut jamais de réponse. Après que le tribunal ait mis le point final dans l'affaire Sanchez, la vie à Pietra Blanca ne fut plus jamais la même. Les enfants survivants furent placés sous la garde de l'État. Maintenant, ils devaient réapprendre à vivre sans peur, pas à pas retournant à la vie normale. La maison à la périphérie de la ville, qui fut autrefois le symbole de la famille parfaite, fut vendue à de nouveaux propriétaires. Mais maintenant, elle restait vide et sombre, comme rappelant à toute la ville combien facilement derrière une belle façade peut se cacher un terrible secret. L'histoire des Sanchez causa une énorme répercussion publique. Les gens, pendant longtemps, ne purent pas croire que tout cela se passait à côté d'eux. Depuis lors, chacun à Pietra Blanca devint un peu plus attentif en regardant autour de soi.